Un scandale brutal dans la course au poste de gouverneur de Californie. Le favori démocrate a couché pendant des années avec une espionne chinoise, a violé des employés, les faisait boire une sorte de potion et a proposé de frapper à la bombe atomique une région des États-Unis où l'on vote pour Trump. Il s'en tirait avec tout ça et 67% des démocrates de Californie, y compris le syndicat des enseignants, comptaient voter pour lui. Nous parlerons plus tard de tout ce cirque amusant, mais pour l'instant concentrons-nous sur ce qui préoccupe tout le monde. Hormuz, l'Iran, Trump, la Chine et bien sûr le prix du carburant. Le pétrole iranien n'arrivera plus sur les marchés mondiaux. Le principal acheteur et utilisateur, c'est la Chine. Après l'arrêt des livraisons de pétrole du Venezuela, l'arrêt des livraisons de pétrole d'Iran, c'est un coup gigantesque pour l'empire du milieu. La question clé est désormais de savoir si la Chine fera quoi que ce soit, et si oui, quoi. Nous en discuterons plus tard. Les États-Unis ont lancé le blocus de l'Iran, comme Kennedy l'avait fait pour Cuba. Évidemment, puisque les États-Unis vont arrêter tous les navires ayant payé un tribut à l'Iran, personne ne paiera ce tribut. En d'autres termes, aucun navire transportant du pétrole, du gaz ou des engrais ne quittera le golfe Persique. Et les nouveaux pétroliers, porte-conteneurs et autres navires commerciaux ne se dirigeront même pas vers le golfe Persique. Ainsi, l'Iran est privé de sa principale, voire presque unique, source de revenus. Sans que les États-Unis d'Amérique ne bombardent les îles pétrolières, sans que les États-Unis n'envahissent le territoire iranien, l'artère vitale de l'Iran est coupée. Donald Trump a fait ce que le monde entier était certain qu'il ne ferait jamais. De ses propres mains, il a fait monter le prix du pétrole, peut-être jusqu'à $200 le baril. Pourquoi a-t-il fait cela ? C'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Le président Donald Trump a déclaré dimanche que la marine américaine commence immédiatement le blocus du détroit d'Ormuz et interceptera également tous les navires dans les eaux internationales qui ont payé une taxe à l'Iran pour le passage. Le président a souligné que l'Iran ne pourra jamais percevoir de frais auprès des navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Trump a fait cette déclaration sur Truth Social quelques heures après que les négociations de paix américano-iraniennes se sont terminées sans accord. Trump a indiqué que la réunion s'est bien déroulée, que la plupart des points ont été convenus, mais que les parties n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien. Immédiatement, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera le processus de blocus de tout navire tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz, a déclaré Trump, qui s'oppose catégoriquement au prélèvement par l'Iran de frais pour le passage dans le détroit. Trump a également ordonné à votre flotte de rechercher et d'intercepter dans les eaux internationales tout navire ayant payé une taxe illégale à l'Iran. Personne qui paie une taxe illégale ne sera en sécurité, a-t-il ajouté. C'est une déclaration assez sérieuse, je dirais. Ainsi, les États-Unis et l'Iran ont terminé des négociations directes dimanche, sans parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, remettant en question la fragile trêve de 2 semaines. Des responsables américains ont indiqué que les négociations étant dans l'impasse en raison du refus de l'Iran de s'engager à abandonner son programme nucléaire, tandis que la partie iranienne, naturellement, a rejeté la responsabilité sur les États-Unis sans préciser les désaccords concrets. C'est simplement la faute des États-Unis. Point final. Aucune des parties n'a précisé ce qui se passerait après l'expiration de la trêve, le 22 avril. Les Pakistanais ont appelé toutes les parties à la respecter. Les 2 parties ont déclaré que leur position était claire et se sont mutuellement rejeté la responsabilité. Ce qui démontre clairement, je dirais, les profondes contradictions entre les parties. Le vice-président Jay Jouvent a déclaré à l'issue de 21 heures de négociations que les États-Unis exigent de l'Iran un engagement ferme à ne pas développer d'armes nucléaires et à ne pas créer les conditions pour leur production rapide. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, je le prononce toujours comme Ghalibaf, Ghalibaf, qui dirigeait la délégation, a déclaré que l'Iran avait clairement exposé ses positions et que désormais les États-Unis devaient décider s'ils n'étaient pas capables de gagner la confiance de l'Iran. Autrement dit, ce sont les États-Unis qui doivent gagner la confiance de l'Iran. C'est une déclaration incroyablement étrange pour un pays qui est complètement dévasté, qui est en ruine et dont tout ce qu'il peut faire, c'est faire du chantage au monde. L'Iran nie depuis longtemps vouloir développer des armes nucléaires, insistant sur son droit à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Pourquoi nous le faisons, personne ne le comprend.
Les experts affirment cependant que les réserves d'uranium enrichies dans le pays, bien qu'elles n'atteignent pas le niveau militaire, s'en approchent de très près. Depuis le début de la guerre, le 28 février, plus de 3000 personnes ont été tuées en Iran. Des pertes ont aussi été signalées au Liban, en Israël et dans les pays du Golfe Persique. Le conflit a déjà endommagé les infrastructures de plusieurs États et a déstabilisé les marchés énergétiques mondiaux. Le contrôle iranien du détroit d'Ormuz a fortement réduit l'exportation de pétrole et de gaz. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, a déclaré que les efforts pour organiser un dialogue supplémentaire se poursuivraient et a appelé toutes les parties blablabla à respecter le cessez-le-feu, etc. D'ailleurs, l'Iran, même pendant ces 4 jours, n'a globalement pas tenu ses promesses. Bon, d'accord. Selon les médias d'État, l'Iran a déclaré être prêt à poursuivre les négociations. Mais en même temps, il ne renonce pas au nucléaire. Le plan iranien prévoyait la garantie de la fin de la guerre et incluait une disposition concernant les conflits régionaux, y compris les frappes israéliennes contre Hezbollah. La proposition américaine, selon les informations disponibles, comprenait des mesures de contrôle, des restrictions sur le programme nucléaire iranien et la reprise de la navigation à travers le détroit. Un site stratégique clé. En temps normal, environ 1/5 des livraisons mondiales de pétrole y transitent. Pendant ce temps, la tension ne retombe pas au Liban. Les frappes israéliennes se poursuivent après l'annonce du cessez-le-feu. Les médias d'État libanais font état de victimes dans le sud du pays. Selon des responsables libanais, les négociations entre Israël et le Liban doivent commencer mardi à Washington. Mais des manifestations contre les négociations prévues ont déjà éclaté à Beyrouth. Eh bien, c'est-à-dire que le Hezbollah fait tout son possible pour empêcher Israël et le Liban de dialoguer. Israël exige du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, un objectif de longue date dont la réalisation reste jusqu'à présent une tâche extrêmement difficile. Quelles sont les issues possibles à la guerre et au blocus d'Ormuz ? La réalité actuelle, c'est que les négociations ont échoué. Trump a annoncé un blocus naval du détroit, la trêve est menacée. Environ 230 pétroliers chargés attendent déjà dans le golfe Persique. L'Iran a réduit le passage du pétrole de plus de 90% et le prix du Brent a atteint un pic de 156 $. Le baril, alors quelles sont les options ? Un accord diplomatique est le plus probable, mais il est complexe. Les négociations se poursuivent à distance via le Pakistan, Amman, le Qatar. Les principaux points de blocage sont que l'Iran exige le contrôle du détroit, des milliards d'actifs gelés, des garanties sur le programme nucléaire et la fin de la guerre au Liban. En gros, comme s'ils avaient regagné. Les États-Unis veulent l'abandon de l'arme nucléaire et de ses moyens, soit le retour à la situation d'avant-guerre. L'Iran a mené des négociations, puis à un certain moment, quand il est devenu clair qu'il négociait uniquement pour négocier, et rien d'autre, alors les États-Unis ont frappé. La formule probable du compromis, l'Iran n'obtient pas officiellement de droit sur Ormuz, mais de facto, il obtient un certain rôle dans le protocole maritime conjointement avec Oman. C'est-à-dire qu'ils seront quand même ensemble parce qu'une rive est omanaise et l'autre est iranienne. D'une manière ou d'une autre, ils vont partager, peut-être même s'ils sont appelés rivaux et ainsi de suite. D'accord. L'Iran finalise avec Oman un protocole maritime conjoint pour institutionnaliser et gérer le trafic à travers le détroit. Le programme nucléaire est gelé. Les sanctions sont en train d'être levées en ce moment. Politiquement, les deux parties créent une victoire. C'est une option de compromis qui, d'un côté, ne satisfera aucune des parties, mais de l'autre conviendra aux deux parties simplement pour sortir de cette situation. Si, bien sûr, nous acceptons cela. La deuxième option, c'est l'ouverture militaire du détroit. Elle est risquée. Trump a déjà annoncé que la marine américaine commencera à bloquer tous les navires qui entrent, que ce soit par le détroit d'Ormuz, ils intercepteront également les navires qui ont payé une taxe à l'Iran, et il a aussi été ordonné de détruire les forces militaires iraniennes. Qu'ils activent plusieurs options. Le déminage par la force. Les États-Unis ont déjà commencé une opération de déminage dès maintenant. Des drones sous-marins et d'autres encore. Un problème critique. L'Iran a lui-même perdu une partie de ses mines et ne peut pas les retrouver, c'est-à-dire qu'il ne peut pas complètement ouvrir le détroit, même s'il le souhaite. La deuxième option, c'est le blocus de l'île de Kharg. Il n'est pas nécessaire de la bombarder.
On peut simplement imposer un blocus. L'Iran exporte 90% de son pétrole via les terminaux de l'île de Karg. C'est le talon d'Achille de l'économie iranienne. Le blocus de l'île privera l'Iran de ses revenus pétroliers sans opération terrestre. Il y a aussi maintenant l'escorte des pétroliers. Dans une perspective précise, 78 destroyers peuvent assurer l'escorte, de 31 à 15 navires commerciaux par jour. Mais pour escorter 100 navires par jour et travailler pendant des mois, il faut des ressources bien plus importantes. Aucun scénario militaire réaliste ne garantit une ouverture fiable du détroit dans un avenir proche. Scénario 3. Nouveau statut pour le détroit d'Ormuz. L'Iran obtient la reconnaissance de son droit de percevoir des droits de passage et de contrôler le transit, à l'instar du canal de Suez ou des détroits turcs. L'Iran a manifestement tiré des leçons de cette crise et cherche désormais à rendre son contrôle légal, reconnu au niveau international. Pour les États-Unis, cela est politiquement inacceptable. Les analystes avertissent, permettre à l'Iran de contrôler le détroit reviendrait à créer un précédent pour des actions similaires dans d'autres parties du monde et à saper la domination du dollar dans le commerce mondial. Scénario 4, conflit prolongé avec l'Amérique, par des itinéraires alternatifs. Pendant que le détroit reste fermé, le monde s'adapte. L'oléoduc en Arabie Saoudite, dans le cadre du projet East-West, reliant Abqaiq à Yanbu, est déjà devenu une voie de contournement critique, reliant l'est de l'Arabie Saoudite à la mer Rouge. Le trafic à travers le canal de Panama a légèrement augmenté. Les Émirats et l'Arabie Saoudite construisent quant à des capacités de réserve. Ce n'est pas une solution. C'est la vie en temps de crise avec un prix du pétrole à $100, et donc la médiation de la Chine. La représentante de la Maison-Blanche, la Vide, a confirmé la participation de la Chine aux négociations sur le cessez-le-feu. La Chine, principal acheteur de pétrole iranien, s'intéresse vivement à l'ouverture du détroit. Trump prévoit de rencontrer Xi Jinping en mai. Pékin pourrait faire pression sur Téhéran en échange de concessions commerciales américaines. Un accord global. On le pense, relier l'Iran à la guerre commerciale. Eh bien, réfléchissons à ce qu'on peut appeler le résultat de ces réflexions. Cependant, il faut dire tout de suite qu'il y a encore une autre branche de réflexion. L'issue la plus probable est un résultat hybride. Un accord diplomatique avec un report de la question nucléaire, un contrôle de facto de l'Iran sur le détroit d'Ormuz avec une ouverture formelle et un conflit gelé en Iran. Selon les experts, à mesure que le détroit sera déminé, le levier d'influence de l'Iran s'affaiblira et les conditions pour une véritable trêve seront meilleures d'ici la fin avril qu'elles ne le sont actuellement. Mais comme toujours, il y a un autre aspect, et cela donne de l'espoir. L'Iran est en réalité à court d'argent, et l'asphyxie économique aide à gagner des guerres. Alors que le monde entier surveille les missiles et les négociations, la véritable guerre se déroule ailleurs, ni dans le détroit d'Ormuz, ni au-dessus de Téhéran. Elle se déroule dans les supermarchés iraniens où la viande est devenue un luxe. Dans les banques iraniennes où le rial, leur monnaie, s'est transformé en papier toilette. Dans les casernes iraniennes où le régime n'a plus d'argent pour les soldats. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, l'a dit à voix haute il y a 1 an déjà, de façon cynique et précise, « Make Iran broke again », en rendant l'Iran à nouveau pauvre. C'est exactement ce qui se passe. Nous allons maintenant analyser comment fonctionne l'étranglement financier, pourquoi il est ça plus efficace que les bombardements et ce que cela signifie pour l'issue de la guerre. Alors, regardons l'Iran avant la guerre. En 2011, l'Iran disposait de 110 milliards de réserves de change. PIB s'élevait à environ 600 milliards. Le pays possédait 10% des réserves mondiales de pétrole, et 15% de celles de gaz, c'était, selon tous les critères, une superpuissance énergétique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au début de l'année 2026, le PIB s'est passé de 600 à 356 milliards, c'est-à-dire une baisse de 40% en 15 ans, soit 40% de moins l'inflation officiellement à 48% en réalité bien plus élevée. En 2003 pour $1, on donnait 8000 réals. En 2026, c'est 1 750 000 réals pour $1 de 8000. Ce n'est pas une dévaluation, mais la destruction de la monnaie.
57% des Iraniens souffrent de malnutrition. La viande est un produit de luxe, 7 millions de personnes souffrent simplement de la faim. Khamenei lui-même, avant sa mort, a appelé la population à manger moins, à consommer moins d'eau et à utiliser moins d'énergie. Ce ne sont pas les conséquences de la guerre, c'est l'état du pays avant la guerre. Les troupes des États-Unis et d'Israël ont commencé les attaques le 28 février 2026 et à ce moment-là, l'économie était déjà en train de sombrer et le pétrole était la seule artère. Pour comprendre la vulnérabilité de l'Iran, il faut comprendre un chiffre. Tout le budget de l'État iranien est de 45 milliards par an, les revenus du pétrole, du gaz et des produits pétroliers sont de 65 milliards par an, c'est-à-dire que le pétrole n'est pas seulement important, il dépasse tous les autres revenus de l'État réunis. Sans pétrole, il n'y a pas d'armée, pas de subventions, pas d'appareils sécuritaires et pas de régime. Ajoutons que, à cause des sanctions, l'Iran vend son pétrole en dessous du prix du marché en raison des schémas de contournement des sanctions, des pétroliers fantômes et des paiements en yuan. Il reçoit environ les 2/3 de la valeur marchande. Une décote permanente due à l'isolement, soit environ 17 milliards par an des revenus non perçus et le coût final. 90% des exportations de pétrole iranien vont vers la Chine. Un seul acheteur, une seule route, une dépendance totale. La Chine comprend parfaitement sa position. Le présentateur Bergema explique que l'Iran ne peut pas négocier les conditions. Quand vous n'avez qu'un seul acheteur, c'est lui qui fixe le prix. Et maintenant, fermez le détroit d'Ormuz. Que s'est-il passé ? L'Iran, espérant créer un levier de pression sur le monde, a lui-même fermé son propre portefeuille. 230 pétroliers chargés, comme je vous l'ai dit, sont à l'arrêt dans le golfe Persique, et une partie d'entre eux transportent du pétrole iranien qu'on n'a nulle part où envoyer. Von Mises disait « Dans l'économie, les conséquences des actions sont toujours plus larges que l'intention ». Téhéran voulait créer une arme, il a créé un piège. Chaque jour de guerre sans revenus pétroliers, ce sont des pertes concrètes. Avant la guerre, l'Iran gagnait en moyenne environ 180 millions par jour grâce au pétrole. Maintenant, c'est pratiquement zéro. Officiellement, l'opération militaire coûte aussi de l'argent. Missiles, drones, CGRI, opérations dans toute la région. Selon plusieurs estimations, les dépenses militaires iraniennes durant la guerre atteignent des dizaines de millions de dollars par jour. Selon les audits parlementaires, le fonds souverain de l'Iran n'a pas reçu de contribution pétrolière depuis 2023. En fait, 30% de ses actifs restants ont déjà été transférés à l'État. En d'autres termes, le pays consomme ses réserves. Parallèlement, il y a des destructions militaires à l'intérieur même de l'Iran. Les attaques des États-Unis et d'Israël ont frappé l'infrastructure militaire, les installations pétrolières et énergétiques. Chaque site détruit n'est pas seulement une perte militaire, c'est aussi une dépense pour la reconstruction. L'Iran répète sans cesse que l'Amérique doit les indemniser, mais l'Amérique ne va pas les payer et eux-mêmes n'ont pas d'argent. L'Iran dépense de l'argent qu'il n'a pas pour une guerre qu'il ne peut pas gagner militairement, tout en perdant sa seule source de revenus. C'est précisément pour cela que Ven a pu sortir calmement de la lave. Gloire à Bada sans accord. Parce que le temps joue en faveur de Washington, à Washington, le temps presse à cause des élections, et c'est pourquoi il y a ce bras de fer pour voir qui sera frappé par le temps en premier. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de l'Iran ? L'effondrement économique a des conséquences sociales. À la fin de 25, l'Iran a connu ses plus grandes manifestations, mais dès 22, le mouvement avait commencé avec les commerçants du bazar et les étudiants. Ensuite, la vague a déferlé sur Ispahan, Shiraz, Mekhed. Les slogans sont rapidement passés de l'économique au politique. Là-bas, on criait « mort au dictateur », alors il a été tué par les Israéliens ou les Américains. Le régime a répondu par la force. Le nombre de morts lors de la répression s'élève à 36 500. L'organisation de l'opposition iranienne estime que ces manifestations ont poussé le régime à reprendre les négociations début 26. La pression militaire en elle-même est déjà une menace d'effondrement interne. Maintenant, ajoutez à cela la guerre. Des milliers de morts, des villes détruites, des infrastructures qui tiennent à peine sous les frappes du CGRI. Mais ce corps des gardiens de la révolution islamique est un État dans l'État, avec ses propres entreprises, revenus et armées. Mais son budget dépend de l'état général de l'économie, surtout avec des revenus pétroliers nuls. Financer des opérations ou payer le personnel, ce n'est pas de la théorie.
C'est ainsi que l'URSS s'est effondrée, non pas sous la pression militaire, mais quand l'argent a manqué et qu'il n'y avait plus de quoi payer l'armée. C'est exactement ce que Friedrich Hayek a écrit. Les systèmes centralisés finissent inévitablement par s'effondrer lorsqu'ils perdent les signaux de prix et les ressources financières. Et maintenant, nous arrivons à un paradoxe. La fermeture du détroit d'Ormuz est en théorie un geste fort. 20% du pétrole et du gaz mondiaux y transitent. Les prix du Brent ont grimpé, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à 166 au plus haut. Le monde s'est mis à genoux, mais celui qui souffre le plus dans ce monde à genoux, il s'avère que c'est l'Iran lui-même. Le pétrole iranien ne peut pas sortir à cause du détroit fermé. Deuxièmement, 70% de la nourriture des pays du Golfe Persique passe par le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire là-bas, mais l'Iran aussi importe sa nourriture, également par le détroit, les voisins et la route aussi. Troisièmement, selon les informations, l'Iran a perdu une partie des batailles dans le détroit et ignore leur emplacement. Elle ne peut donc pas ouvrir totalement le détroit, même si elle le souhaitait, sans aide à l'académie. Et qui peut fournir cette aide ? 2 pays, les États-Unis et Israël. Il en résulte une situation absurde. Le levier que l'Iran a créé contre le monde fonctionne maintenant contre lui-même. Maintenant, Trump annonce un blocus naval américain, c'est-à-dire qu'il ajoute son propre blocus à celui de l'Iran, et l'Iran se retrouve enfermé des 2 côtés. Le premier marché commence à s'adapter. L'Arabie Saoudite transporte du pétrole par pipeline vers la mer Rouge, les livraisons en provenance des États-Unis, de la Norvège et de l'Afrique de l'Ouest augmentent, tandis que l'Iran continue de perdre de l'argent chaque jour. Qu'observons-nous au final ? Les États-Unis et Israël ont frappé militairement un pays déjà proche de l'effondrement économique. Ils n'ont pas créé la crise, ils l'ont accélérée. L'Iran tient sur plusieurs piliers. Les revenus pétroliers, la peur de la population et les gardiens de la révolution comme instruments de répression. Les 3 piliers sont actuellement sous pression en même temps. Les négociations à Islamabad ont échoué. Donald Trump a annoncé un blocus naval, le prix du pétrole va de nouveau augmenter. Le compte à rebours est lancé. La vraie question n'est pas la résistance de l'Iran à la pression militaire. Les Iraniens sont historiquement résistants. La vraie question étant de savoir si le régime pourra supporter l'asphyxie financière, quand il n'y aura plus d'argent pour payer l'armée, les subventions et les forces de sécurité. Ni l'armée, ni les forces de sécurité, ni ce qu'on appelle la protection sociale. L'histoire connaît la réponse. Ainsi l'URSS et le Venezuela sont tombés. Ainsi tombent tous les systèmes qui ne sont pas fondés sur la productivité, mais sur la redistribution des ressources. Bon, d'accord. J'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet et me suis répété plusieurs fois. Donc il me semble que c'est pour plus de clarté. Mais passons maintenant à l'une des figures les plus importantes et détestables de la jeune génération du Parti démocrate. Eric Swalwell. Eric Swalwell, défenseur des femmes, des espions et d'autres réalisations de la démocratie. Chers amis, aujourd'hui nous avons une histoire sur un homme qui criait le plus fort à propos des espions russes. Tout simplement plus fort que tout le monde, à chaque coin de rue. Pendant des années, en même temps, il entretenait une relation intime avec une espionne chinoise. Il défendait les femmes à la tribune du Congrès et, en même temps, selon les accusations, il violait ses collaboratrices. Il leur versait quelque chose qui les empêchait de résister. Eric Swalwell, membre du Congrès, ancien candidat à la présidence, est actuellement candidat au poste de gouverneur de Californie. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette merveilleuse histoire appelée « Le rêve américain », à quoi il ressemble de l'intérieur du Parti démocrate. Qui est Eric ? Swalwell est un représentant de la Californie au Congrès. Depuis 2014, pendant ce temps, il est devenu la voix la plus forte pour la destitution de Trump, et ce, à 2 reprises. La présidente Pelosi l'a personnellement choisi pour mener la procédure de destitution. Il s'est présenté à la présidence en 2020. Son taux de popularité n'a jamais dépassé 1%. Il s'est retiré de la course après 3 mois, car il n'a jamais dépassé 1%. Ensuite, il est devenu membre du comité du renseignement. Il est devenu membre du comité du renseignement du Congrès américain. Autrement dit, une personne ayant accès au secret d'État. C'est très bien, surtout avec l'espionne chinoise à ses côtés. Son credo politique, c'est l'antitrumpisme maximal. N'importe quelle nouvelle, n'importe quelle question se transformait en une seule chose. Tout était lié à Trump.
Ça marchait. Le Parti démocrate l'adorait. En novembre 2025, Zvolvel a annoncé qu'il se présentait au poste de gouverneur de Californie à la place de Gavin Newsom, qui partait en raison de la limitation des mandats. En avril 2026, il devient le favori de la course. Les démocrates ont 67% de chances d'accéder à la finale. Cela semblait être un parcours sans embûches. Mais il y a quelques détails. Un détail s'appelle Funk Funk, ou l'amour à l'époque de l'espionnage. L'année 2020, le portail XS publie une enquête. Voici ce qu'on apprend. De 2011 à 2015, une certaine Christiane Funk a travaillé dans la Silicon Valley. Elle est aussi connue sous le nom de Funk Funk. Jeune, charmante chinoise, étudiante à l'université, présidente de l'association étudiante, le rêve américain en version chinoise. En réalité, elle était agent du ministère de la Sécurité d'État de la RPC. Sa mission était de s'infiltrer dans la politique américaine. Sa méthode, le charme, l'argent et tout ce qui va avec. Parmi ses cibles, il y avait un jeune politicien prometteur, Eric Swalwell. Elle l'a aidé à collecter des fonds pour sa campagne électorale en 2014. Elle a placé son agent comme stagiaire, un stagiaire dans son bureau. Pendant des années, elle est apparue avec lui lors d'événements publics. D'ailleurs, il était marié et père de 3 enfants. Qu'avaient-ils d'autre en commun ? Swalwell refuse de répondre, invoquant le secret. Le renseignement Chaprine l'a identifié en 2015, et il semble que il aurait cessé les contacts. Mais voilà l'ironie. C'est justement à cette époque que Swalwell criait le plus fort au sujet de la collusion de Trump avec la Russie, qu'il était un espion, qu'il travaillait pour le KGB, et qu'il était entouré d'espions russes. Il l'a déclaré en direct sur MSNBC. Et ce n'est pas juste mon avis. Trump travaille pour les Russes. C'est-à-dire ce que disent la plupart de nos idiots qui parlent russe. D'anciens agents du KGB et ainsi de suite. C'était sa thèse principale, pas une seule preuve. Mais il criait très fort, un homme qui a été manipulé par les services de renseignement chinois. Il accusait les autres de servir des services de renseignement étrangers. Le comité d'éthique du Congrès a enquêté sur l'affaire pendant 2 ans. En 2023, il a clôturé l'affaire sans prendre de décision sur d'éventuelles violations. Solomon a immédiatement publié sur Twitter une exonération totale, d'ailleurs en citant Trump, qui lui aussi publie ici une exonération totale. Le FBI sous Kashi Patel revient sur le sujet en 2026. Les démocrates, lorsqu'ils étaient à la tête du FBI, faisaient donc tout leur possible pour ne pas trouver de problème chez les leurs. Des agents en Californie doivent rassembler et préparer à publier des dossiers sur l'affaire Swalwell et Funk. D'après les informations disponibles, ces documents contiennent des détails intimes sur leur relation. Ce que Swalwell a nié. Mais nous n'allons pas précipiter les événements dans cette histoire. Il y a déjà assez de rebondissements. En 2018, Swalwell propose la remise obligatoire des armes semi-automatiques. Un utilisateur sur Twitter s'y oppose. Si le gouvernement commence à confisquer les armes, il y aura une guerre. Swalwell répond littéralement « Na salachetoast poni ». Ce sera une guerre courte. Le gouvernement possède des armes nucléaires. Il a suggéré d'utiliser des armes nucléaires contre des citoyens américains pour avoir refusé de rendre leurs armes. Ce n'est pas une métaphore. C'est un tweet d'un membre du Congrès, membre du comité du renseignement. Sur Internet, on lui a tout de suite donné le surnom de Duc atomique. Novembre 2019 direct. MSNBC. Swalwell discute de la destitution de Trump. Et à l'antenne, on entend un bruit que tout Internet a unanimement identifié comme un pet, produit par Madame Zosia. Произведение конгрессмена. Swalwell nie, MSNBC nie. Ils ont dit qu'une tasse avait glissé sur la table. Les téléspectateurs n'ont pas cru. Ainsi, le Fartgate est devenu la principale tendance sur Twitter. Swalwell a répondu à sa manière. Une exonération totale. Vous direz que c'est un détail. Oui, bien sûr, c'est un détail. Mais cela caractérise parfaitement une personne qui accuse tout ce qui l'entoure. Tout le monde autour de lui. Mais nier l'évidence et exiger une exonération totale. Maintenant, il a aussi été pris en train de transférer de l'argent public pour la garde de ses enfants. Autrement dit, dans sa propre poche. Il a dépensé plus de 200 000 $ et après cela, on envisageait de l'élire gouverneur de Californie. Donc à partir du fonds de campagne, il a payé des services de nounou pour les chiens des enfants, y compris donc 102 000 $ à une femme, pas vraiment identifiée, et 6 000 à sa propre femme.
Eh bien, il ne faut pas oublier sa femme non plus. Selon la loi fédérale, il est interdit d'utiliser les fonds de campagne à des fins personnelles. Svolvel a expliqué. C'était des dépenses nécessaires pour poursuivre son activité politique. Et les démocrates ont dit « Ah, eh bien dans ce cas, bien sûr ». Maintenant donc, fraude hypothécaire. Dans le cadre d'un prêt hypothécaire. Au début de 1926, un fonctionnaire du ministère du Logement et du Développement urbain a transmis l'affaire de Svolvel au ministère de la Justice. Accusation de fraude hypothécaire et fiscale, liée à ses biens immobiliers à Washington. Et encore une fois. Combien y en a-t-il ? Les 2/3 des démocrates en Californie comptaient voter pour lui. Comme pour le poste de gouverneur. Le 10 avril 1926. Il reste 53 jours avant les primaires en Californie. Swalwell est le favori. Le journal San Francisco Chronicle publie le témoignage d'une ancienne employée. Elle est, bien sûr, démocrate. Elle affirme qu'en 2019, alors qu'elle avait 20 ans et venait de commencer à travailler dans son bureau, Swalwell l'a invitée à boire un verre. Elle ne se souvient de rien d'autre après avoir bu. Elle s'est réveillée nue dans sa chambre d'hôtel à lui. En 2024, la situation s'est répétée. Mais cette fois, elle se rappelle tout. Honnêtement, si la première fois elle n'a pas aimé se retrouver nue sans son consentement, pourquoi y est-elle retournée une deuxième fois ? Mais encore une fois. Mais le fait est que CNN ajoute encore 4 femmes. Toutes ces organisations, ces médias appartiennent aux démocrates et luttent contre les démocrates. C'est pourquoi les médias ont avancé les hypothèses suivantes. Toutes ces femmes ont été trouvées, organisées et manipulées par les démocrates qui voulaient qu'une autre personne devienne le représentant du Parti démocrate aux élections en Californie. Voilà tout. Donc l'une affirme qu'elle a été violée. D'autres parlent de photos intimes envoyées sans consentement. Le bureau du procureur de Manhattan ouvre une enquête, celui du comté d'Alameda aussi. Qu'est-ce que fait Swalwell ? Comme d'habitude. Ces accusations sont absolument fausses. Elles sont diffusées par mes adversaires politiques à la veille des élections. Je suis le favori. Voilà pourquoi ils m'attaquent. C'est toujours le même schéma. Déni, victimisation, théorie du complot. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Au cours des dernières 48 heures, le chef des démocrates au Congrès exige que Swalwell se retire de la course. Nancy Pelosi, qu'il a elle-même choisi pour la procédure de destitution, dit « Il doit partir ». Adam Schiff, Robin Guillégaud, tous retirent leur soutien. Les syndicats, les associations d'enseignants font un virage à 180 degrés. Son propre directeur de campagne démissionne en disant « C'est une accusation monstrueuse ». Les membres de l'équipe déclarent « L'équipe de campagne ». Nous sommes du côté des femmes accusatrices, pas d'Éric. La cote sur le marché des prédictions est passée de 67 à 17 en quelques heures. Et la républicaine Anna Paulina Luna annonce qu'elle soumettra au vote la semaine prochaine l'exclusion de Swalwell du Congrès. Une question légitime. Pourquoi cette personne était-elle le favori avec un tel passé ? La réponse est simple. Parce qu'aujourd'hui, dans le Parti démocrate, l'essentiel n'est pas ce que tu fais, mais à quel point tu cries fort contre Trump. C'est exactement ce que faisait Swalwell. Sa formule pour devenir gouverneur était la suivante. La tâche du prochain gouverneur est de protéger la Californie contre le pire président de l'histoire. Il se présentait littéralement comme un professionnel anti-Trump. Et la Californie est la première économie du pays. La course au poste de gouverneur est fragmentée, avec 8 grands candidats démocrates et un système à 2 finalistes dans l'État. Les 2 premiers des primaires accèdent à la finale, quelle que soit leur appartenance politique. Il existe un risque réel que les 2 finalistes soient mes républicains si les démocrates divisent leur voix. Dans ce contexte, Swalwell consolide les syndicats, le syndicat des employés du secteur des services et l'association des enseignants de Californie. C'est à la fois de l'argent et une ressource organisationnelle. En plus, son nom devient connu après 2 procédures de destitution. Sa niche était d'être le plus fervent opposant à Trump. Et maintenant, il n'a plus rien. Que nous raconte l'histoire de Swalwell ? Elle nous dit que le Parti démocrate moderne est un parti du récit, pas de principe. Un récit sur les femmes et un député qui envoie des photos intimes à ses collaboratrices. Un récit sur la sécurité nationale et un homme qui a été manipulé pendant des années par les services de renseignement chinois. Un récit sur l'ingérence étrangère de la part de celui qui a lui-même été la cible d'une ingérence étrangère.
Un récit sur la démocratie de la part d'un homme qui a proposé d'utiliser des armes nucléaires contre des citoyens qui ne partagent pas ses opinions. Dans un système basé sur des slogans et non sur des lois, c'est toujours le plus bruyant qui l'emporte. Jusqu'à ce que les archives soient ouvertes. Ou jusqu'à ce que les femmes soient autorisées ou invitées à parler. Et tôt ou tard, la réalité finit par rattraper tout le monde. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, mettez un like et réfléchissez à votre vie. Rencontre. Probablement, l'avenir de notre planète dépend du nombre de personnes qui commenceront à penser par elles-mêmes. Ils apprendront et ils le deviendront. C'est très absurde. C'est difficile. Au revoir.